Moi qui, pendant 3 ans, avais payé leur loyer mensuel de 500 €, acheté chaque meuble de leur appartement et rempli leur réfrigérateur quand ils n'avaient rien à manger. Je n'étais pas une personne spéciale. Je suis restée là, dans le salon de ma propre maison, tenant le téléphone comme s'il pesait une tonne, regardant mon fils éviter mon regard pendant que Léna s'installait confortablement sur le canapé que je leur avais acheté. La robe rose pâle que j'avais choisie pour son mariage pendait inutilement dans mon armoire, avec les chaussures neuves et l'illusion de faire partie du jour le plus important de la vie de mon fils unique. J'avais dépensé 200 € pour cette robe, en pensant à quel point je serais jolie sur les photos de mariage de Maxime, des photos sur lesquelles je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines, j'avais tout planifié. J'avais mis de l'argent de côté pour leur offrir 1000 € en cadeau de mariage. J'avais appelé ma sœur Diane à Lyon pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'avais nettoyé ma maison de fond en comble, pensant qu'il viendrait peu, être célébré avec moi après la cérémonie. Tout cela s'est effondré en une seconde avec ces quelques mots empoisonnés. Seulement les personnes spéciales. Maxime a finalement levé les yeux et a dit, d'une voix qui semblait répéter, « Maman, c'était quelque chose d'intime, de très petit, juste nous deux et les témoins. » Mais je savais que c'était un mensonge. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. J'ai vu les parents de Léna poser fièrement à côté des mariés. J'ai vu ses frères et sœurs trinquer au champagne. J'ai vu la robe blanche de Léna, que j'avais aidé à financer avec les 800 € que je lui avais donnés le mois dernier pour ses dépenses personnelles. J'ai vu tout ce que je n'étais pas censée voir. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Léna m'a appelée avec une voix complètement différente. Ce n'était plus la femme sûre d'elle qui m'avait exclue de son mariage. Maintenant, elle semblait désespérée, presque suppliante. « René, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit que si nous ne payons pas cette semaine, il nous expulsera. Tu as oublié de faire le virement. » Sa voix tremblait légèrement, comme si le monde s'effondrait. Je suis restée silencieuse quelques secondes, me souvenant de toutes les fois où j'avais couru à la banque pour faire ce virement. De toutes les fois où j'avais annulé mes propres projets pour m'assurer qu'ils aient un toit sur la tête. De toutes les fois où j'avais mangé des pâtes au beurre pour pouvoir leur donner de l'argent pour leurs envies. Et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, ils avaient l'audace de m'appeler comme si de rien n'était. « Léna », dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. « Ne t'avais-je pas prévenu que je n'aide que les personnes spéciales ?» Le silence à l'autre bout du fil était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, mais elle. « René, je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Nous avons toujours été spéciaux pour toi. Tu es comme une seconde maman pour moi. » Mensonge. Que des mensonges. Enveloppée dans cette voix douce qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. La même voix qu'elle avait utilisée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, pour la lune de miel, pour les alliances, que j'avais aidé à financer sans savoir que je ne verrais jamais la cérémonie où elles seraient échangées. Pendant tant d'années, j'avais eu ce sentiment constant de marcher sur des œufs, pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau, espérant obtenir une miette d'affection de mon propre fils. J'étais la mère parfaite, la belle-mère serviable, la pourvoyeuse silencieuse qui ne protestait jamais quand on me traitait comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, « seulement les personnes spéciales », a réveillé en moi quelque chose qui était en sommeil depuis bien trop longtemps. J'ai calculé dans ma tête combien d'argent j'avais dépensé pour eux en ces 3 ans. Entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les caprices, cela dépassait les 20 000 €. 20 000 € que j'avais pris sur ma retraite, sur mes économies, sur l'argent que mon défunt mari avait laissé pour que je puisse vivre mes dernières années en paix. Et tout ça pourquoi ? Pour être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils. Cette nuit-là, après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de frustration accumulée, d'années d'humiliation endurées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où il m'avait fait sentir que mon amour était un fardeau, ma présence une gêne, mon argent la seule chose que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère stupide que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable à ceux qui la considéraient comme dispensable. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison. C'était quelque chose de plus profond, de plus froid.
Je me suis levée et je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Les mêmes yeux fatigués que toujours, les mêmes rides qui racontaient des années à donner de l'amour sans en recevoir en retour. Mais il y avait autre chose dans mon regard, une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination qui avait été enfouie sous des années de complaisance. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé un café, comme chaque matin depuis 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Maxime pour lui demander comment il avait dormi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone en attendant un message de sa part s'excusant pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais ma propre première préoccupation de la journée. Je me suis assise à la table où j'avais si souvent planifié des surprises pour eux, compté les billets pour leurs dépenses et pleuré en silence quand ils me traitaient avec indifférence. Maintenant, cette table serait le témoin de quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés de compte, et j'ai commencé à faire les comptes. Je voulais voir en chiffres exacts l'étendue de ma propre folie. Loyer mensuel de 500 € multiplié par 36 mois, soit 10 à 8 000 €. Nourriture et fourniture environ 200 € par mois, soit 7 200 € de plus. Cadeaux d'anniversaire, de Noël, d'anniversaire de mariage, au moins 3 000 €. Urgence médicale de Léna, 800 €. Le prêt pour la voiture qu'ils ne m'ont jamais remboursé, 2 500 €. La réparation du climatiseur dans leur appartement, 600 €. Les meubles du salon, 1 200 €. 33 300 €. C'était la somme exacte de ma générosité. 33 300 € que j'avais gaspillés de l'héritage de mon mari, de ma pension, des économies que j'avais mises de côté sou par sou pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent jeté par les fenêtres pour maintenir dans le confort 2 adultes qui ne pouvaient même pas faire semblant de me respecter. Le téléphone a sonné et j'ai vu le nom de Maxime sur l'écran. Normalement, mon cœur aurait battu la chamade en courant pour répondre, espérant qu'il s'excuserait enfin et expliquerait que tout avait été un malentendu, mais cette fois, je l'ai laissé sonner 1, 2, 3 fois. Finalement, il s'est tu, et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Léna. Je l'ai laissé sonner aussi. Puis, un SMS de Maxime est arrivé. « Maman, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. » J'ai supprimé le message sans répondre. À 14 h, j'ai décidé d'aller me promener. Je n'avais pas fait ça depuis des mois sans un but précis, sans une course liée à eux. C'était toujours la banque pour les virements, le supermarché pour leur acheter quelque chose dont ils avaient besoin, la pharmacie pour les médicaments de Léna. Aujourd'hui, je suis allée me promener juste parce que j'en avais envie. Je suis passée devant le parc où j'avais souvent emmené Maxime quand il était enfant. Je me suis souvenue de ce gentil garçon qui me serrait fort dans ses bras et disait que j'étais la meilleure maman du monde. Quand était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur de billets avec des sentiments? Quand avais-je commencé à confondre l'amour avec l'argent? Quand avais-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon propre fils? À la banque, où j'avais si souvent fait des virements automatiques, je me suis arrêtée devant la porte. Le directeur de l'agence, Monsieur Lefebvre, m'a vu à travers la vitre et m'a fait un signe de la main. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements à Maxime et Léna. Il avait vu mon compte se vider mois après mois pour remplir le leur. Je suis entrée et je suis allée directement à son bureau. « Monsieur Lefebvre, lui dis-je, je dois annuler les virements automatiques que j'ai programmés. » Il m'a regardé, surpris. Depuis 3 ans, ces virements étaient aussi réguliers que le lever du soleil. « Vous êtes sûre, Madame Dubois? Il s'est passé quelque chose ?» Son inquiétude était sincère, plus sincère que n'importe quel intérêt que Maxime m'avait montré ces derniers mois. « Ce qui s'est passé, c'est que j'ai enfin ouvert les yeux. » Ai-je répondu. Je veux tout annuler et je veux aussi des informations sur la manière de protéger mes comptes. Je ne veux plus que quiconque ait accès à mon argent. Pendant que Monsieur Lefebvre traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maxime, Léna, Maxime à nouveau. C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger. J'ai éteint complètement le téléphone. « Madame Dubois, dit Monsieur Lefebvre en me tendant les papiers. Excusez mon indiscrétion, mais pendant toutes ces années, je vous ai vu être très généreuse avec votre famille. J'espère que vous n'êtes pas sous pression pour effectuer ces changements.
Ces paroles m'ont profondément touchée. Cet homme, qui me connaissait à peine au-delà des transactions bancaires, montrait plus d'inquiétude sincère pour mon bien-être que mon propre fils. Je ne suis pas sous pression, monsieur Lefebvre. Au contraire, j'ai enfin arrêté de me mettre la pression moi-même. Quand j'ai quitté la banque, je me sentais étrangement légère, comme si j'avais laissé un énorme fardeau dans ce bureau. Pour la première fois depuis des années, mon argent était entièrement à moi. Je n'avais aucune obligation financière envers des personnes qui me voyaient comme une ressource au lieu d'une personne. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas faites pour plaire à Maxime et Léna. Les voyages que je n'avais pas faits pour économiser de l'argent pour eux. Les amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences. Les passe-temps que j'avais abandonnés parce que chaque euro que je dépensais pour moi était un euro de moins pour leurs besoins. En arrivant chez moi, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte. Celle de Maxime, celle de Léna et une que je ne reconnaissais pas. Je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison à travers les fenêtres. Mon sang s'est glacé. Ils avaient des clés. Je leur avais donné des clés parce que je leur faisais confiance. Parce que je pensais qu'un jour ils prendraient soin de moi comme j'avais pris soin d'eux. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. C'était l'heure de la première véritable confrontation de ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte de ma maison, et j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. Maxime était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Léna faisait les 100 pas comme un animal en cage et un homme plus âgé que je ne connaissais pas parcourait des papiers sur ma table de salle à manger. Mes papiers, mes documents personnels. Que se passe-t-il ici ? Ai-je demandé d'une voix qui a résonné plus fort que je ne l'attendais. Tous les 3 m'ont regardé comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. Léna a été la première à parler, et sa voix avait cette urgence désespérée que j'avais déjà entendue au téléphone. « René, Dieu merci tu es là. Nous devons parler. Maître Fischer est du cabinet d'avocats que nous avons consulté au sujet de ta situation. » Ma situation ? La question est sortie de ma bouche avec un calme qui m'a surprise. Quelle situation ? Je vais parfaitement bien. Maxime a finalement levé la tête et m'a regardé avec ses yeux qui appartenaient autrefois à un enfant innocent et qui ne reflétaient maintenant que la panique financière. « Maman, nous sommes allés à la banque et ils nous ont dit que tu avais annulé tous les virements. Monsieur Lefebvre nous a expliqué que tu avais aussi bloqué notre accès à tes comptes. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as fait ça. » Maître Fischer, un homme d'une 50aine d'années en costume gris et au sourire qui n'inspirait pas confiance, s'est approché de moi avec une main tendue. « Madame Dubois, je suis Maître Fischer, avocat spécialisé en droit de la famille. Vos enfants s'inquiètent pour votre bien-être mental et m'ont demandé d'évaluer la situation. » Je n'ai pas serré sa main. Au lieu de cela, je suis allé directement à ma table de salle à manger et j'ai ramassé tous mes documents qu'il avait examinés sans ma permission. Ce sont mes papiers privés. Vous n'avez pas le droit de les regarder sans mon consentement. Maman, intervint Maxime avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années. Nous sommes inquiets pour toi. Ton comportement est très étrange ces derniers temps. D'abord, tu nous coupes les vivres financièrement sans explication. Ensuite, tu ne réponds pas à nos appels. Nous pensons que tu pourrais avoir besoin d'une aide professionnelle. Léna s'est approchée et a essayé de me prendre la main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait au moment où elle avait besoin de quelque chose. René, ma chérie, nous savons que tu es très stressée. Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le penses. À ton âge, les épisodes de confusion sont normaux. Le mot confusion a résonné dans ma tête comme une sirène d'alarme. Maintenant, je comprenais pourquoi ils avaient amené l'avocat. Il ne s'agissait pas de m'aider. Il s'agissait de me faire déclarer mentalement incompétente et de prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit qu'il n'invitait que des personnes spéciales à leur mariage me traitait maintenant comme une vieille dame sénile. Je ne suis pas confuse, dis-je avec une fermeté qui a fait taire tout le monde. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années, et vous allez quitter ma maison immédiatement. Maître Fischer intervint avec cette voix professionnelle que les avocats utilisent quand ils veulent paraître raisonnables. Madame Dubois, je comprends que vous vous sentiez dépassée, mais vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils estiment que votre capacité à prendre des décisions financières est altérée. Ils ont documenté plusieurs comportements préoccupants. Des comportements préoccupants ? Le rire qui est sorti de ma gorge était rauque, presque cruel. Comme quoi ? Décider que mon argent m'appartient ?
Décider de ne plus financer la vie de deux adultes qui me traitent comme un déchet? Léna a sursauté comme si je l'avais giflée. Nous ne t'avons jamais maltraité. Tu fais partie de notre famille. Tout ce que tu as nous appartiendra un jour de toute façon. Nous ne faisons qu'accélérer le processus. Voilà la vérité nue, sans phare. Tout ce que j'avais leur appartiendrait un jour. Dans leur esprit, j'étais déjà morte et ils ne faisaient que percevoir leur héritage à l'avance. Peu importait qu'il me reste 70 ans ou 70 jours. Pour eux, j'étais juste un distributeur de billets sur pattes qui était devenu problématique. Dehors, dis-je en montrant la porte. Sortez de ma maison, tous les trois. Maxime s'est levé avec ce visage d'enfant en colère qu'il faisait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Maman, on ne peut pas partir comme ça. Nous avons des obligations, le loyer, les mensualités de la voiture, la carte de crédit pour laquelle tu t'es portée garante. Tu ne peux pas nous couper les vivres du jour au lendemain. Je ne peux pas? Ma voix s'est élevée pour la première fois de toute la conversation. Qui dit que je ne peux pas? Pendant des années, j'ai payé un loyer qui n'était même pas à mon nom. J'ai rempli un réfrigérateur dans une maison où je n'étais pas la bienvenue. J'ai financé une vie qui n'avait clairement pas de place pour moi. Maître Fischer a sorti un dossier de sa mallette et l'a posé sur ma table. Madame Dubois, nous avons préparé quelques documents qui pourraient faciliter cette transition. Une procuration qui permettrait à Maxime et Léna de gérer vos finances plus efficacement. Ce ne serait que temporaire, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. J'ai pris le dossier et, sans même l'ouvrir, je l'ai jeté directement dans la poubelle. La seule transition qui va se produire ici, c'est la vôtre vers la porte d'entrée. Léna a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de rage contenue. Tu ne peux pas nous faire ça, René. Nous comptions sur toi. Nous avons fait des projets basés sur ton soutien. Nous avons acheté des choses. Nous avons pris des engagements financiers parce que nous savions que nous pouvions compter sur toi. Des obligations basées sur mon argent, ai-je répondu. Pas sur mon bien-être, pas sur mon bonheur, pas sur ma compagnie, juste sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent est mieux utilisé dans ma propre vie, je suis soudainement une vieille femme confuse qui a besoin d'une tutelle. Maxime a essayé de s'approcher de moi, mais j'ai reculé d'un pas. Il n'était plus le garçon qui courait dans mes bras quand il faisait des cauchemars. C'était un homme de 35 ans qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et une vie confortable financée par d'autres. « Maman, nous avons fait des erreurs », dit-il d'une voix qui se voulait pleine de remords. Le mariage était un malentendu. Léna était nerveuse. J'étais sous pression. Nous pouvons arranger ça si tu redeviens raisonnable. Raisonnable? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Être raisonnable, c'est continuer à payer pour votre vie pendant que vous me traitez comme une étrangère. C'est faire semblant que ça ne fait pas mal d'avoir été exclu du jour le plus important de la vie de mon fils unique. Maître Fischer a rangé ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un qui a l'habitude de voir ses propositions rejetées. Madame Dubois, ce n'est pas terminé. Votre famille a des options légales. Si vous prenez effectivement des décisions irrationnelles en raison de problèmes de santé mentale, un juge peut déterminer que vous avez besoin d'une tutelle. Ces mots ont été comme un coup. J'ai réalisé que ce n'était pas juste une visite familiale manipulatrice. C'était une véritable menace légale. Il voulait me faire déclarer incompétente pour gérer mes propres affaires. Maître Fischer, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Je vous suggère de faire vos recherches à fond avant de menacer une femme de 71 ans qui a géré ses finances impeccablement pendant 40 ans, qui a élevé son fils seul après la mort de son mari, qui a tenu un foyer et travaillé honorablement jusqu'à sa retraite, et qui, jusqu'à la semaine dernière, soutenait financièrement deux adultes parfaitement capables. Léna a cessé de pleurer et m'a regardée avec une froideur qui a finalement montré son vrai visage. Ça ne se passera pas comme ça, René. Nous avons des droits et des avocats, nous aussi. Parfait, ai-je répondu. Engagez tous les avocats que vous voulez. Avec votre propre argent, bien sûr, car le mien n'est plus disponible pour financer vos caprices juridiques. Tous les trois se sont dirigés vers la porte avec la dignité blessée des gens qui n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Avant de sortir, Maxime s'est retourné vers moi une dernière fois. « Maman, ça va très mal finir pour toi.
Tu vas finir seul, sans personne pour prendre soin de toi quand tu en auras vraiment besoin. Maxime, dis-je avec une profonde tristesse, mais aussi avec une clarté cristalline. Je suis déjà seule. La différence, c'est que maintenant, c'est par mon propre choix, pas par votre négligence. En fermant la porte derrière eux, je suis restée dans mon salon, entourée du plus beau silence que j'ai entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, non pas par tristesse ou regret, mais par l'adrénaline d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Je suis restée éveillée dans mon lit, planifiant mes prochaines étapes comme un général préparant une bataille. Si Maxime et Léna voulaient se battre, je leur donnerais une guerre. Mais ce serait une guerre que je mènerais avec intelligence, pas avec émotion. À 6 heures du matin, j'étais déjà habillée et prête à partir. Mon premier arrêt fut le bureau de l'avocat, Maître Weber, un homme que j'avais rencontré des années auparavant lorsque je m'occupais de la succession de mon mari. Contrairement à Maître Fischer, que Maxime et Léna avaient amené, Maître Weber avait une réputation impeccable et était spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées. Madame Dubois, me dit-il alors que je lui expliquais la situation, ce que vos enfants ont essayé de faire hier est plus courant que vous ne le pensez. Cela s'appelle l'abus de faiblesse, et c'est un délit pénal. Le fait qu'il soit entré chez vous sans permission et ait examiné vos documents privés constitue également une violation. Ces mots m'ont à la fois calmée et inquiétée. Ils m'ont calmée car ils confirmaient que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était vraiment abusif. Ils m'ont inquiétée car j'ai réalisé que la situation était plus grave que je ne le pensais. Nous devons tout documenter, a poursuivi Maître Weber. Chaque virement, chaque cadeau, chaque fois qu'ils vous ont mis la pression pour de l'argent. Nous allons également modifier votre testament pour protéger vos biens de futures tentatives de manipulation. Nous avons passé 3 heures à examiner mes dossiers financiers. Maître Weber a sifflé en voyant la somme totale, 33 300 € en 3 ans. Madame Dubois, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager et profiter de votre retraite. Au lieu de cela, vous avez entièrement financé la vie de 2 adultes qui ne vous respectaient même pas assez pour vous inviter à leur mariage. En quittant le bureau de Maître Weber, j'avais un plan complet. Premièrement, je changerai toutes les serrures de ma maison. Deuxièmement, j'installerai un système de sécurité avec des caméras pour me protéger des futures visites surprises. Troisièmement, j'ouvrirai un nouveau compte dans une autre banque où il n'avait aucun contact. Et quatrièmement, je commencerai à vivre la vie que j'avais reportée pendant des années. Mon prochain arrêt fut le magasin de bricolage. Le propriétaire, Fournier, me connaissait depuis des années car j'achetais toujours des choses pour réparer l'appartement de Maxime et Léna. Cette fois, c'était différent. Madame Dubois, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Une autre urgence avec votre fils? Demanda-t-il avec la familiarité d'une personne qui avait été le témoin silencieux de ma générosité gaspillée. Non, monsieur Fournier. Cette fois, c'est pour ma propre maison. J'ai besoin de changer toutes les serrures, et je veux qu'elles soient de la meilleure qualité. Il m'a regardé, surpris, mais n'a posé aucune question. Pendant que je choisissais les serrures, son fils Étienne, qui installait des systèmes de sécurité, est passé. C'était la Providence en action. Étienne, lui dis-je, j'ai aussi besoin d'installer des caméras de surveillance, le système complet. Le prix n'est pas un problème. Pendant qu'il préparait tout pour l'installation du lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Léna qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre car j'avais bloqué son numéro après la confrontation de la veille. René, c'est Léna. S'il te plaît, ne raccroche pas. Nous devons parler comme des adultes civilisés. Parle, dis-je sèchement. Écoute, je comprends que tu sois contrarié pour le mariage. C'était une erreur. Maxime et moi en avons parlé et nous voulons nous racheter. Et si on organisait un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec toi? On pourrait le faire chez toi. Cuisiner ensemble comme avant? La manipulation dans ses paroles était si évidente que j'ai failli en rire. Léna, combien de loyers devez-vous exactement? Le silence à l'autre bout du fil a confirmé que j'avais touché un point sensible. Eh bien, c'est 2 mois. 1 000 € au total. Mais je n'appelle pas que pour ça, René. Tu nous manques vraiment dans nos vies. C'est moi ou mon argent qui vous manque? Ai-je demandé directement. Les deux.
répondit-elle avec une honnêteté surprenante. René, je ne vais pas te mentir. Oui, nous avons besoin de ton aide financière, mais nous t'aimons aussi. Tu es importante pour nous. Si je suis si importante, dis-je, pourquoi n'étais-je pas assez importante pour être à votre mariage? Pourquoi ne suis-je pas assez importante pour recevoir un appel qui ne demande pas d'argent? Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour me demander comment j'allais? Un autre silence. Nous connaissions toutes les deux la réponse. Jamais. Léna, je ne vais t'expliquer ça qu'une seule fois. Pendant 3 ans, vous m'avez traité comme un distributeur de billets avec des sentiments. Vous m'avez utilisé, vous m'avez ignoré, vous m'avez humilié. Et finalement, vous m'avez insulté de la pire des manières. Maintenant que l'argent vient à manquer, vous découvrez soudainement que vous m'aimez. René, s'il te plaît, je l'ai coupé. Il n'y a pas de s'il te plaît. Vous avez fait votre choix quand vous avez décidé que je n'étais pas assez spéciale pour être à votre mariage. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et j'ai éteint complètement le téléphone. Je ne voulais plus d'interruption dans ma journée de libération. Cet après-midi-là, je suis allée au salon de coiffure où je n'étais pas allée depuis plus d'1 an. J'annulais toujours mes rendez-vous parce que Maxime ou Léna avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que l'argent que j'avais mis de côté pour moi devenait une urgence pour eux. Madame Dubois, s'est exclamée ma coiffeuse préférée, Cynthia. Quelle surprise! Je pensais que vous nous aviez oubliés. Je ne vous ai pas oublié, Cynthia. J'ai juste oublié que je mérite aussi d'être chouchoutée. Je me suis offert le traitement complet. Coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans me sentir coupable. Pendant que Cynthia s'occupait de mes cheveux, elle me parlait de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. C'était rafraîchissant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Maxime et Léna. « Vous êtes magnifique, Madame Dubois », dit-elle quand elle eut terminé. « Mais plus que ça, vous avez l'air libre. » Il s'est passé quelque chose de bien? Oui, Cynthia. J'ai enfin appris à dire non. En rentrant chez moi cet après-midi-là, il y avait une voiture que je ne reconnaissais pas devant ma porte. Mon cœur s'est emballé un instant, pensant que Maxime et Léna étaient être revenus avec des renforts, mais en m'approchant, j'ai vu une femme plus âgée assise sur les marches de mon Porsche. « Madame Dubois ?» demanda-t-elle alors que je sortais de la voiture. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ? Je suis Éléonore Bernard. J'habite à côté. Nous sommes voisines depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de parler. Hier, j'ai entendu des voix très fortes chez vous, et je me suis inquiétée. Tout va bien ? Son inquiétude sincère m'a profondément touchée. Voilà une étrangère qui montrait plus d'intérêt pour mon bien-être que mon propre fils. Entrez, Madame Bernard. Je vais vous faire un café, et je vais vous raconter une histoire que vous n'allez pas croire. Pendant que je préparais le café, je lui ai raconté toute la situation. Éléonore a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Et quand j'ai terminé mon histoire, ses yeux étaient remplis de larmes. « Madame Dubois, dit-elle, vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ma fille il y a 5 ans. Je pensais aussi que c'était mon devoir de financer sa vie d'adulte. Je croyais aussi qu'ils ne m'aimeraient pas si je ne leur donnais pas d'argent. Qu'est-il arrivé ? J'ai coupé les vivres quand j'ai réalisé qu'ils ne m'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Au début, c'était terrible. Ils m'ont menacé, m'ont fait du chantage affectif, ont essayé de me faire sentir coupable. Mais après 6 mois, ma fille a appelé pour s'excuser sincèrement. Maintenant, nous avons une vraie relation basée sur l'amour, pas sur l'argent. Ces paroles m'ont donné de l'espoir et ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Pensez-vous que Maxime et Léna comprendront un jour ? Peut-être que oui, peut-être que non, répondit-elle honnêtement. Mais ce n'est plus votre responsabilité, Madame Dubois. Votre responsabilité maintenant est de vivre votre propre vie. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, je me suis couchée sans me soucier de savoir si Maxime et Léna avaient de l'argent pour le loyer, pour la nourriture, pour leurs caprices. Je me suis couchée en pensant à moi, à mes projets, à mon avenir, et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain, Étienne et M
Fournier sont venus à 8 heures du matin pour changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des numéros inconnus. Lena essayait toujours de me contacter depuis différents téléphones, mais j'avais développé une nouvelle compétence, ignorer complètement les appels qui ne me convenaient pas. Madame Dubois, dit Étienne en installant les caméras. Ce système vous donnera une tranquillité d'esprit absolue. Vous pouvez voir depuis votre téléphone qui vient chez vous-même quand vous n'êtes pas là. Et si quelqu'un entre sans permission, une alerte est automatiquement envoyée à la police. L'ironie ne m'a pas échappé. J'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils, mais cela ne me faisait plus aussi mal qu'avant. C'était simplement une mesure pratique pour maintenir ma nouvelle paix. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Appeler ma sœur Diane à Lyon, nous avions perdu le contact car chaque fois que nous parlions, je lui racontais les succès de Maxime et Lena, combien d'argent j'avais dépensé pour eux, à quel point j'étais fière de pouvoir les aider. Je réalisais maintenant que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles familiales. « René » répondit Diane, surprise. « Ma sœur, comment vas-tu ? Nous ne nous sommes pas parlé depuis des mois. »« Je vais bien, Diane, mieux que bien. Je t'appelle pour te dire que j'ai enfin retrouvé la raison. » Je lui ai raconté toute l'histoire depuis le début. Le mariage secret, l'humiliation, la visite avec l'avocat, ma décision de couper les vivres. Diane m'a écouté en silence. Et quand j'ai eu fini, sa réponse m'a surprise. « René, ma sœur, il était temps. » Chaque fois que nous parlions, ça me brisait le cœur de t'entendre te vanter de l'argent que tu leur donnais, comme si l'amour pouvait se mesurer en euros. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Que Maxime ne parlait jamais de toi avec amour quand je le voyais aux réunions de famille. C'était toujours ma mère m'a aidé avec ça ou ma mère m'a acheté ça, mais jamais ma mère me manque ou j'aime ma mère. C'était comme si tu étais une prestataire de service, pas une personne. Ces paroles m'ont fait mal, mais c'était une douleur nécessaire. Comme quand un médecin nettoie une plaie infectée, ça fait mal, mais ça fait partie de la guérison. Tu sais ce que j'ai remarqué d'autre ? A poursuivi Diane. Lena parlait toujours de toi au futur. Quand René ne sera plus là, nous pourrons rénover sa maison ou quand nous hériterons, nous investirons dans l'entreprise. Comme s'ils attendaient que tu meures pour vraiment vivre. Cette révélation m'a frappée comme un seau d'eau glacée. Ils ne me voyaient pas seulement comme un distributeur de billets. Ils me voyaient comme un obstacle temporaire entre eux et leur argent. Pendant que j'essayais de les rendre heureux, ils planifiaient leur avenir sans moi. Après avoir parlé avec Diane, je me suis assise dans ma cuisine, digérant toutes ces informations. Des années de mariage avec un homme qui m'aimait vraiment, 35 ans à élever mon fils seul après la mort de mon mari, et 3 ans à financer 2 adultes qui me voyaient comme un obstacle valant 100 000 €. La sonnette a retenti et sur les nouvelles caméras, j'ai vu que c'était Éléonore avec une tasse à la main. J'ai ouvert la porte et elle m'a tendu un café fraîchement préparé. « Je pensais que tu aurais besoin d'un peu de compagnie après tout ce que tu m'as raconté hier, » dit-elle avec ce sourire sincère que j'appréciais déjà. Nous nous sommes assises dans mon salon et Éléonore m'a raconté plus de détails de sa propre expérience. Ma fille m'a dit exactement la même chose que Lena te dit. Tu es comme une seconde mère pour moi. Nous sommes spéciaux pour toi. Tout sera à nous un jour de toute façon. Ce sont des phrases toutes faites, Madame Dubois. Ils les apprennent dans le manuel de la manipulation émotionnelle. Tu penses qu'un tel manuel existe ? Ai-je demandé en plaisantant à moitié. Pas officiellement, mais il semble que tout le monde lise dans le même livre. Le chapitre 1 fait là se sentir indispensable. Le chapitre 2 est créer des urgences financières constantes. Le chapitre 3 est quand elle résiste, remet en question sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était un rire amer. C'était à la fois drôle et tragique de reconnaître des schémas aussi prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. T'es-tu déjà senti coupable d'avoir coupé les vivres ? Ai-je demandé à Éléonore. Chaque jour pendant les 3 premiers mois. Répondit-elle honnêtement. Mais ensuite, j'ai commencé à voir les résultats. Ma fille a dû prendre un 2e emploi. Son mari a arrêté de jouer au golf tous les week-ends et a commencé à chercher du travail supplémentaire. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Et plus important encore,
Ils ont appris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté pendant des années. Visiter la tombe de mon mari. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller parce que Maxime ou Léna avaient besoin de quelque chose d'urgent ou parce que le prix du taxi était mieux investi dans une de leurs urgences. Le cimetière était calme et beau. La tombe de Robert avait l'air un peu négligée car je n'étais pas venue la nettoyer depuis des mois. Je me suis assis sur l'herbe à côté de sa pierre tombale et je lui ai parlé comme s'il était vivant. Robert, mon amour, je crois que je me suis un peu perdue. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie dans Maxime. Je voulais être la meilleure mère du monde, pensant qu'il grandirait sans père, mais je crois que dans le processus, j'ai oublié d'être moi-même. Harry. Le vent a soufflé doucement et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça et que je ne voulais pas le voir. Sa femme est, eh bien, tu sais comment elle est. L'argent que tu m'as laissé pour que je vive paisiblement, je l'ai dépensé pour prendre soin d'eux. Mais plus maintenant, mon amour. J'ai appris. J'ai nettoyé sa tombe, remplacé les fleurs fanées par des neuves, et je suis restée là 1 heure de plus, profitant simplement de la paix. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressée de rentrer à la maison pour résoudre une crise pour Maxime et Léna. En rentrant chez moi, il y avait à nouveau 3 voitures garées devant ma porte. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois, j'étais préparée. Les caméras m'ont montré que c'était Maxime, Léna et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Tout le monde semblait agité, se parlant et montrant ma maison du doigt. Je ne suis pas sortie de la voiture. Au lieu de cela, j'ai appelé Maître Weber, mon avocat. Maître Weber, ils sont de nouveau chez moi. Cette fois, ils ont amené plus de gens. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Madame Dubois. J'arrive tout de suite, et j'appelle la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une mesure d'éloignement temporaire. Ils n'ont pas le droit d'être sur votre propriété. Quelques minutes plus tard, Maître Weber et 2 voitures de police sont arrivées. J'ai regardé les policiers parler à Maxime et Léna, j'ai vu mon fils gesticuler avec colère. J'ai vu Léna pleurer à nouveau, mais cette fois ses larmes ne m'ont pas émue. L'un des policiers s'est approché de ma voiture. « Madame, vous pouvez sortir en toute sécurité. Vos visiteurs vont partir immédiatement. » En sortant de la voiture, Maxime m'a crié depuis la rue. « Maman, c'est ridicule. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas appeler la police sur ton propre fils. » Maxime, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. La famille ne menace pas de poursuite pour incompétence mentale. La famille n'entre pas par effraction dans les maisons des gens sans permission. La famille ne traite pas ses mères comme des distributeurs de billets. Léna a crié de l'autre côté de la rue. « Tu vas nous payer tout ce que tu nous dois. Nous avons des factures pour lesquelles tu t'es portée garante. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. » Maître Weber est intervenu. « Madame, toute communication future doit passer par mon cabinet, et je vous suggère de consulter un avocat avant de faire des menaces de recouvrement, car ma cliente a une documentation complète de tous les paiements qu'elle a volontairement effectués pendant 3 ans. » Je les ai regardés s'éloigner dans leur voiture, vaincus, mais pas abattus. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois dans cette situation, je me sentais confiante. J'avais une aide professionnelle. J'avais le soutien émotionnel d'Éléonore. Et plus important encore, j'avais une clarté mentale sur ce qui était juste et ce qui était faux. Ce soir-là, Éléonore m'a invitée à dîner chez elle. J'ai rencontré sa fille qui était en visite, et j'ai pu voir de mes propres yeux à quoi ressemblait une relation familiale saine. Ils se parlaient avec respect, se posaient des questions sincères sur la vie de l'autre, et riaient ensemble. La fille n'a pas demandé d'argent une seule fois de toute la soirée. Je voulais ça avec Maxime, moi aussi, ai-je avoué à Éléonore après le départ de sa fille. Et peut-être que tu l'obtiendras un jour, a-t-elle répondu. Mais d'abord, il doit apprendre que tu es une personne qui mérite le respect, pas seulement une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis couchée en me sentant pleine d'espoir pour l'avenir. Les jours suivants ont été étrangement paisibles.
Les caméras de surveillance m'ont montré que Maxime et Léna passaient devant ma maison plusieurs fois par jour, parfois lentement, parfois ils se garaient quelques minutes, mais sans sortir. C'était comme s'ils étudiaient ma routine, cherchant le moment parfait pour leur prochain coup. Maître Weber m'avait conseillé de documenter chacune de ces visites, alors je tenais un journal détaillé avec la date et l'heure. Leur persistance jouera en notre faveur, avait-il dit. Chaque fois qu'ils se présentent après que nous leur ayons dit de ne pas s'approcher, cela renforce notre dossier pour une mesure d'éloignement permanente. Oh yeah! Un vendredi matin, je prenais tranquillement mon petit déjeuner quand la sonnette a retenti. Les caméras m'ont montré une jeune femme très bien habillée avec un dossier à la main et un sourire professionnel. Je ne la reconnaissais pas, mais quelque chose dans sa posture me disait que ce n'était pas une visite sociale. « Bonjour, Madame Renée Dubois », dit-elle alors que j'ouvrais la porte. « Je suis une enquêtrice sociale des services de protection des personnes âgées. Nous avons reçu un signalement selon lequel vous pourriez être dans une situation à risque et nous devons effectuer une vérification de bien-être. » Mon sang s'est glacé. Maxime et Léna avaient intensifié la situation. Ce n'était plus seulement des menaces d'avocats privés. Maintenant, ils avaient impliqué le gouvernement. « Puis-je voir votre carte d'identité ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Bien sûr. Elle m'a montré une carte officielle qui semblait authentique. « Je suis l'assistante sociale Madame Leclerc. Puis-je entrer et vous parler ?» Je l'ai laissé entrer, sachant qu'un refus aurait été pire pour mon cas. Madame Leclerc s'est assise dans mon salon et a sorti un formulaire de son dossier. « Madame Dubois, nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez montré des changements significatifs dans votre comportement financier, que vous avez coupé la communication avec votre famille, et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. On nous a également dit que vous avez refusé l'aide médicale et juridique de vos proches. » Chaque mot avait été soigneusement choisi pour me faire passer pour une vieille femme mentalement dérangée. Je reconnaissais l'écriture de Léna dans la formulation. Elle avait toujours été douée pour manipuler les mots afin d'obtenir ce qu'elle voulait. « Mademoiselle Leclerc », dis-je avec toute la dignité que je pouvais rassembler. « J'aimerais appeler mon avocat avant de répondre à toute question. »« Madame, ce n'est pas un interrogatoire juridique. C'est une vérification de bien-être. Si vous n'avez rien à cacher, cela ne devrait pas être un problème de parler avec moi. » La phrase « si vous n'avez rien à cacher » m'a exaspérée. C'était la même logique que les agresseurs utilisaient pour justifier leurs intrusions. Si vous êtes innocent, vous ne devriez pas vous plaindre que votre vie privée soit violée. Mademoiselle, j'appelle mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai à aucune question sans la présence d'un représentant légal. J'ai appelé Maître Weber, et il était là en 20 minutes. Quand il est entré et a vu l'assistante sociale, son expression s'est durcie. « Mademoiselle Leclerc », dit-il après avoir vérifié sa carte, « j'espère que vous avez un mandat du juge pour être ici car ma cliente est sous ma représentation légale et toute enquête non autorisée constitue un harcèlement. » « Monsieur », répondit Madame Leclerc avec moins d'assurance qu'auparavant. « Nous avons des rapports de membres de la famille inquiets pour le bien-être de la dame. Il est de notre devoir d'enquêter. » « Quelle famille ?» demanda sèchement Maître Weber. « La même famille qui a essayé de lui faire signer une procuration sans représentation ? La même famille qui est entrée par effraction chez elle sans permission et a vérifié ses documents privés ? La même famille qui l'a exclu d'événements importants tout en vivant de son argent ? » Maître Weber a sorti un dossier de sa mallette et l'a posé sur la table. « Ici, j'ai une documentation complète de l'abus financier et émotionnel de ma cliente, 33 300 € qui ont été retirés de ses comptes en 3 ans. Exclusion sociale systématique et chantage affectif. Si quelqu'un doit faire l'objet d'une enquête ici, ce n'est pas ma cliente. » Madame Leclerc a examiné les documents avec un malaise croissant. Il était évident que les informations qu'on lui avait données ne correspondaient pas à la réalité qu'elle avait devant elle. « Madame Dubois, dit-elle finalement. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez si brusquement arrêté le soutien financier à votre fils ? » « Parce que j'ai enfin découvert qu'il m'utilisait, ai-je répondu simplement. « Parce que j'ai réalisé que pour eux, je n'étais pas une mère, mais un compte en banque. Parce que j'en avais assez de financer la vie de gens qui me voyaient comme un obstacle. » Mais ne sentez-vous pas que c'est votre responsabilité d'aider votre famille ? La question m'a outrée. « Mademoiselle Leclerc,
Ma responsabilité en tant que mère était d'élever mon fils jusqu'à ses 18 ans, de l'éduquer et de lui donner les outils pour être un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, il est marié et parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Financer sa vie d'adulte n'est pas ma responsabilité. C'est mon choix, et j'ai choisi de ne plus le faire. Maître Weber est intervenu. Mademoiselle Leclerc, considéreriez-vous comme normal qu'un adulte de 35 ans soit incapable de payer son propre loyer sans l'aide de sa mère de 71 ans? Madame Leclerc n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais voir qu'elle réévaluait toute la situation. Madame Dubois, demanda-t-elle après un moment. Gérez-vous entièrement vos propres finances? Je peux vous montrer mes relevés de compte, mes investissements, mes paiements d'impôts. Tout est à jour et en ordre. Vivez-vous de manière indépendante? Comme vous pouvez le voir, je tiens ma maison propre. Je prends soin de moi physiquement. Je conduis ma propre voiture. J'ai des relations sociales saines avec mes voisins. Prenez-vous des médicaments? Juste des vitamines et occasionnellement de l'aspirine. Je n'ai aucune condition médicale qui nécessite des médicaments. Hein? Maître Weber a ajouté. Ma cliente vient de subir des examens médicaux approfondis dans le cadre de notre processus juridique. Elle est en parfaite condition mentale et physique. Madame Leclerc a refermé son dossier et a soupiré. Madame Dubois, sur la base de cette conversation et de la documentation que j'ai examinée, je ne vois aucune indication que vous soyez en danger ou que vous ayez besoin d'une intervention. Je vais classer cette affaire. Après son départ, Maître Weber et moi sommes restés silencieux quelques minutes. René, dit-il finalement, ça va continuer à s'envenimer. Maxime et Léna dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour engager des professionnels afin d'essayer de vous faire déclarer incompétente. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont désespérés? Ça veut dire exactement ça. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils peuvent déposer une requête pour une mise sous tutelle. C'est cher et difficile à gagner. Mais s'ils trouvent un juge sympathique et un psychiatre prêt à témoigner en leur faveur, ils pourraient obtenir la désignation d'un tuteur. La pensée m'a terrifiée. Ils pourraient prendre le contrôle de mon argent. Ils pourraient essayer, mais nous avons des preuves solides que vous êtes parfaitement compétente et qu'ils sont motivés par la cupidité et non par une réelle inquiétude. Cet après-midi-là, j'ai appelé Diane pour me défouler. Ma sœur, dit-elle après avoir entendu mon histoire, tu remarques jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent? Ils risquent les relations familiales, dépensent de l'argent en avocats et en médecins, détruisent leur propre réputation, tout ça pour avoir à nouveau accès à ton compte en banque. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Maxime et Léna avaient complètement révélé leur vraie nature. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait aucune possibilité de réconciliation sincère. Pour eux, je n'avais jamais été une mère ou une belle-mère respectée. J'avais toujours été de l'argent sur pattes. Cette révélation, bien que douloureuse, était aussi libératrice. Je n'avais plus à me demander si je prenais la bonne décision. Je n'avais plus à me sentir coupable de me protéger. Ils avaient prouvé par eux-mêmes que mon bien, être émotionnel et physique était moins important pour eux que mon argent. Ce soir-là, Éléonore est venue me rendre visite avec une surprise. Elle avait invité ses amis du club de jardinage à me rencontrer. René, m'a-t-elle présenté. Voici mes amies Cynthia, que tu connais déjà du salon, Marie, Carmen et Françoise. Nous avons toutes traversé des situations similaires avec des membres de la famille abusifs. Nous avons passé la soirée à partager nos histoires. Marie avait dû fixer des limites avec un frère qui lui demandait constamment de l'argent. Carmen avait coupé les ponts avec une fille qui ne lui rendait visite que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Françoise avait dû changer son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la considéraient comme leur plan de retraite. Ce qui me fait le plus mal, ai-je avoué, ce n'est pas de perdre l'argent que je leur ai donné, mais de réaliser que je n'ai jamais eu l'amour que je pensais avoir. René, dit Françoise avec la sagesse de ses 80 ans, le véritable amour ne peut être ni acheté ni vendu. Si tu as dû payer pour ça, ce n'était jamais réel. Ces paroles ont été un baume pour mon âme blessée. Elle avait raison. J'avais acheté de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Vous savez ce que j'ai découvert? Ai-je dit à mes nouvelles amies. Que la solitude entourée de gens qui ne vous aiment pas est pire que d'être seul avec soi-même. Au moins maintenant, quand je suis seule, je suis en bonne compagnie.
Tout le monde a ri et nous avons trinqué à notre nouvelle sagesse. Cette nuit-là, après le départ de mes nouvelles amies, je me suis assise dans mon jardin en réfléchissant. Les étoiles brillaient plus que jamais, ou peut-être que je les voyais avec des yeux plus clairs. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement seule financièrement. Je n'avais aucune dépendance, aucune obligation financière envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Et au lieu de m'effrayer, cette réalité m'excitait. Je pouvais voyager quand je voulais. Je pouvais rénover ma maison. Je pouvais m'acheter de beaux vêtements. Je pouvais faire des dons à des œuvres de charité qui me tenaient à cœur. Je pouvais investir dans mon propre avenir au lieu de financer le présent de personnes ingrates. La liberté avait le goût de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, j'avais envie de planifier mon avenir. Un mois après la visite de l'assistante sociale, je pensais avoir enfin gagné la guerre. Je m'étais installée dans une belle routine. Je prenais mon petit déjeuner calmement en lisant le journal. Je m'occupais de mon jardin, je déjeunais avec Éléonore ou l'une de mes nouvelles amies. Et l'après-midi, je me consacrais à des activités que j'avais abandonnées depuis des années. J'avais recommencé à peindre, une passion que j'avais avant de devenir la banquière personnelle de Maxime et Léna. Mais un jeudi matin, alors que je peignais des fleurs sur mon nouveau chevalet, Maître Weber est venu chez moi avec une expression sombre qui m'a glacé le sang. « René, nous devons parler. » Maxime et Léna ont déposé une requête formelle pour une mise sous tutelle auprès du juge des tutelles. Ils demandent la désignation d'un tuteur légal pour vous. Les mots m'ont frappé comme des pierres. Je savais que c'était une possibilité, mais l'entendre à voix haute le rendait terrifiant de réalité. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent prendre le contrôle de mon argent? Si un juge détermine que vous êtes incapable de gérer vos affaires, oui, il pourrait nommer Maxime comme votre tuteur légal, ce qui lui donnerait le contrôle total de vos finances. Je me suis assise lourdement sur mon canapé, sentant le poids de la trahison la plus profonde que j'ai connue dans ma vie. Mon propre fils essayait de me faire déclarer légalement incompétente pour voler mon argent. Maître Weber, quelle preuve pourrait-il avoir? Vous avez vous-même vu que je suis parfaitement compétente. Ils ont des déclarations de 3 témoins qui affirment que vous vous êtes comporté de manière erratique. Ils ont également soumis des factures de médecins impayés que vous auriez soi-disant omis de payer et des médicaments que vous auriez accumulés sans les prendre. Mais c'est un mensonge. Je n'ai aucune facture de médecins impayés ni de médicaments accumulés. Je sais, René, mais ils ont fabriqué des preuves convaincantes. Ils ont aussi la déclaration du docteur Lehmann qui affirme que vous refusez de coopérer à une évaluation psychiatrique, ce qu'ils interprètent comme une preuve de déclin mental. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de subir un examen inutile en preuve d'une maladie mentale. Ils avaient utilisé mon instinct de me protéger d'eux comme preuve que j'avais besoin de protection. Qui sont les 3 témoins? Maître Weber a regardé ces documents. Léna, bien sûr, un voisin nommé May. David est quelqu'un qui prétend être votre pharmacien, Monsieur Grenier. Monsieur, David était le voisin d'en face, un homme désagréable qui avait toujours eu des problèmes avec moi parce que mes amis se garaient parfois devant sa maison. Mais Grenier était bien mon pharmacien, mais je ne comprenais pas ce qu'il pouvait avoir contre moi. Je dois parler à Monsieur Grenier, dis-je à Maître Weber. Quelque chose ne va pas. Nous sommes allés à la pharmacie ensemble cet après-midi-là. Monsieur Grenier m'a accueilli, surpris et nerveux. Madame Dubois, c'est bon de vous voir. Comment allez-vous, Monsieur Grenier? On m'a dit que vous aviez signé une déclaration disant que je montrais un comportement erratique avec mes médicaments. Son visage est devenu rouge comme une tomate. Madame Dubois, votre belle-fille est venue il y a quelques semaines et a posé des questions sur vos médicaments. Elle a dit qu'elle était inquiète parce que vous agissiez étrangement. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai expliqué que vous n'achetez que des vitamines et de l'aspirine occasionnellement, que vous n'avez aucune prescription médicale régulière, mais elle a insisté sur le fait que c'était la preuve que vous ne preniez pas soin de votre santé de manière adéquate. Maître Weber est intervenu. Monsieur Grenier, avez-vous signé un papier? Elle a apporté un document qui disait que je confirmais que Madame Dubois avait des achats de médicaments irréguliers. Je pensais que c'était pour son assurance maladie ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas que c'était pour un procès. Mon propre pharmacien avait été dupé pour signer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement.
La manipulation de Léna ne connaissait aucune limite. Grenier, dis-je, j'ai besoin que vous écriviez une déclaration expliquant exactement ce qui s'est passé et clarifiant que je n'ai aucun problème avec les médicaments. Bien sûr, Madame Dubois, je suis terriblement désolée pour ce malentendu. Après la pharmacie, nous sommes allés affronter Monsieur David. Quand nous avons frappé à sa porte, il nous a reçus avec une hostilité évidente. Que voulez-vous? Monsieur David, dit Maître Weber, je comprends que vous ayez signé une déclaration sur le comportement de ma cliente. Et vous avez raison, je l'ai fait. Cette femme est folle. Elle agit étrangement depuis des semaines. Pouvez-vous être plus précis sur les comportements que vous avez observés? Installer des caméras comme si elle vivait dans une zone de guerre, avoir des étrangers qui lui rendent visite tout le temps, crier sur sa famille dans la rue. J'ai réalisé que Monsieur David avait tout sorti de son contexte. Les caméras avaient été installées pour ma protection. Les étrangers étaient mes nouveaux amis. Les cris, c'était moi qui défendais ma maison contre les invasions de Maxime et Léna. Monsieur David, dis-je, savez-vous pourquoi j'ai installé les caméras? Non, et ça m'est égal. Pour me protéger de mon fils et de ma belle-fille qui sont entrés par effraction chez moi sans permission et m'ont menacé. C'est ce que dirait une personne folle, répondit-il cruellement. Il n'y avait aucun moyen de raisonner avec lui. Sa déclaration était basée sur des observations superficielles interprétées avec malveillance. Ce soir-là, Maître Weber et moi nous sommes assis pour planifier notre défense. René, nous avons besoin de notre propre évaluation psychiatrique. J'ai une collègue, la docteure Moreau, qui est une experte en évaluation de la capacité mentale. Elle peut confirmer officiellement que vous êtes parfaitement compétente. Et si Maxime et Léna ont soudoyé le juge? Et si tout cela n'a aucune importance parce qu'ils ont déjà décidé de me déclarer incompétente? René, le système judiciaire n'est pas parfait, mais il n'est pas complètement corrompu non plus. Nous avons des preuves solides de votre compétence mentale et de leur motivation financière. Nous allons nous battre. Le lendemain, je me suis rendue à mon rendez-vous avec la docteure Moreau. C'était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux gentils mais perspicaces. Madame Dubois, je vais vous poser une série de questions et de tests pour évaluer votre capacité mentale. Prenez votre temps et répondez honnêtement. Pendant 2 heures, elle m'a posé des questions sur ma mémoire, ma capacité de raisonnement, ma compréhension financière, ma santé émotionnelle. Elle m'a également fait passer des tests cognitifs et m'a demandé de résoudre des problèmes mathématiques et logiques. Madame Dubois, dit-elle à la fin, vos résultats sont bien au-dessus de la moyenne pour votre âge. Vous n'êtes pas seulement mentalement compétente, mais votre fonction cognitive est excellente. Docteur, pourquoi pensez-vous que ma famille fait ça? D'après ce que vous m'avez dit et les documents que j'ai examinés, cela semble être un cas classique d'exploitation financière des personnes âgées. Malheureusement, c'est plus courant que les gens ne le pensent. J'ai quitté la consultation en me sentant validée, mais aussi triste. La confirmation professionnelle de ma santé mentale était un soulagement, mais elle confirmait aussi que le procès était réel et nécessaire. Cet après-midi-là, Éléonore a organisé une réunion d'urgence avec toutes nos amies du club de jardinage. Quand je leur ai parlé de la procédure de mise sous tutelle, tout le monde était outré. « René, a dit Marie, nous témoignerons en ta faveur. Nous sommes avec toi depuis des semaines et n'importe qui peut voir que tu vas très bien. » « Mieux que bien, a ajouté Cynthia. Tu es plus lucide et plus forte que beaucoup de femmes de 40 ans que je connais. Françoise, avec la sagesse de ses 80 ans, m'a pris les mains. René, ma chérie, ce que tes enfants font n'est pas nouveau. Depuis des générations, des enfants avides ont essayé de faire déclarer leurs parents fous pour obtenir leur argent. Mais tu as quelque chose que beaucoup de ces victimes n'avaient pas. De la documentation, un soutien juridique, et des amis qui peuvent témoigner pour toi. Ces paroles m'ont donné de l'espoir, je n'étais pas seule dans ce combat. J'avais une armée de femmes fortes qui avaient été témoins de ma transformation de première main. Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? Ai-je dit? C'est que Maxime et Léna sont prêts à détruire toute possibilité future de réconciliation pour de l'argent. Même si j'étais prête à tout pardonner jusqu'à présent, il n'y a pas de retour en arrière possible après ça. Et c'est peu, être mieux ainsi, a répondu Cynthia. Au moins maintenant, tu sais exactement qui ils sont et tu peux agir en conséquence. Cette nuit-là,
Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'ai vraiment pleuré. Non pas de tristesse, mais de deuil. J'ai dit mon dernier adieu au fils que je pensais avoir, au rêve d'une famille aimante, à l'illusion que l'amour inconditionnel était réciproque. Mais quelque chose de nouveau a également émergé en moi. Une détermination de fer à ne pas me laisser dépouiller non seulement de mon argent, mais aussi de ma dignité et de ma liberté. La guerre avait officiellement commencé, mais j'étais prête à me battre. Le procès a eu lieu 3 semaines plus tard. Je me suis réveillée tôt, j'ai mis mon meilleur tailleur noir, et je me suis regardée dans le miroir avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, on ne jugerait pas seulement ma capacité mentale, mais ma dignité en tant que personne, mon droit de vivre sans abus, ma valeur au-delà de mon compte en banque. Maître Weber est venu à 7 heures du matin pour revoir notre stratégie une dernière fois. René, souvenez-vous, la charge de la preuve leur incombe. Ils doivent prouver que vous êtes incompétente. Nous devons juste montrer que vous ne l'êtes pas. Et si le juge est déjà partial? Le juge Durand a la réputation d'être juste. J'ai fait des recherches sur ses cas passés et il ne favorise pas automatiquement les familles. Il est dévoué à la protection des droits des personnes âgées. Nous sommes arrivés au tribunal à 9 heures du matin. Dans le couloir, j'ai vu Maxime dans un nouveau costume qu'il avait probablement acheté pour l'occasion et Léna vêtue de noir comme si elle était à un enterrement. C'en était peu, l'enterrement de notre relation familiale. Quand nos regards se sont croisés, Maxime a évité le mien, mais Léna a soutenu mon regard avec une froideur qui a confirmé que pour elle, ce n'était qu'une transaction commerciale. Leur avocat était un homme plus âgé, élégant, avec le genre de confiance qui vient de la victoire de cas similaires auparavant. Quand il a commencé sa déclaration liminaire, sa stratégie était claire, me dépeindre comme une vieille femme confuse qui avait été manipulée par des étrangers pour m'éloigner de ma famille aimante. Monsieur le juge, dit-il d'une voix solennelle, Madame Renée Dubois a montré un déclin mental clair ces derniers mois. Elle a coupé tout soutien financier à sa famille sans explication rationnelle. Elle a installé des systèmes de sécurité inutiles en raison de la paranoïa et s'est isolée de ses proches sous l'influence de voisins et d'avocats qui profitent manifestement de sa situation vulnérable. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour faire passer mon émancipation pour de la démence et ma liberté pour une manipulation externe. Puis ils ont appelé leurs témoins. Léna a été la première à témoigner, et sa performance était digne d'un Oscar. Elle a pleuré en décrivant comment j'avais complètement changé, comment j'étais devenue hostile et paranoïaque, comment je m'étais isolée de la famille qui m'aimait. Monsieur le juge, dit-elle d'une voix tremblante. Renée a toujours été comme une seconde mère pour moi. Voir son déclin mental a été dévastateur. Nous voulons juste l'aider à obtenir les soins dont elle a besoin. Des mensonges enveloppés dans des larmes convaincantes. Quand Maître Weber l'a contre-interrogé, les fissures dans son histoire ont commencé à devenir visibles. Madame, pouvez-vous dire à la cour quand vous avez appelé ma cliente pour la dernière fois sans demander d'argent? Léna a balbutié. Eh bien, nous parlions toujours de beaucoup de choses. Pouvez-vous me donner une date précise? Je ne me souviens pas des dates exactes. Est-il vrai que vous et votre mari vous êtes mariés sans inviter ma cliente? C'était une très petite cérémonie. Est-il vrai que lorsque ma cliente a posé des questions sur le mariage, vous lui avez dit que vous n'aviez invité que des personnes spéciales? Le visage de Léna est devenu rouge. Ces mots ont été sortis de leur contexte. Quel serait le bon contexte pour dire à votre belle-mère qu'elle n'est pas une personne spéciale? Elle n'a pas pu répondre de manière convaincante. Maxime a suivi. Le voir à la barre des témoins, jurant de dire la vérité tout en se préparant à mentir sur ma santé mentale a été l'un des moments les plus douloureux de ma vie. C'était le garçon que j'avais élevé seul, celui à qui j'avais consacré toute ma vie. Ma mère a toujours été très généreuse avec nous, a-t-il témoigné. Mais dernièrement, elle est devenue erratique et irrationnelle. Nous croyons qu'elle est manipulée par des gens qui profitent d'elle. Quand Maître Weber l'a contre-interrogé, le masque est tombé complètement. Monsieur Dubois, combien d'argent avez-vous reçu de votre mère ces 3 dernières années? Je ne connais pas le montant exact. Est-ce que 33 300 € vous semble à peu près juste? Peut-être. Elle a toujours été généreuse. Kaino. Et combien de fois avez-vous rendu visite à votre mère sans lui demander d'argent? Le silence était assourdissant. Est-il vrai que vous et votre femme êtes entrés par effraction dans la maison de ma cliente sans permission et avez vérifié ses documents privés? Nous étions inquiets pour elle.
Est-il vrai que vous avez amené un avocat pour faire pression sur elle afin qu'elle signe une procuration? Nous voulions l'aider à gérer ses finances. Avez-vous, à 35 ans, besoin de l'aide de votre mère de 71 ans pour payer votre loyer? Maxime n'a pas pu répondre avec dignité. Monsieur David a témoigné de mes soi-disant comportements erratiques, mais lorsque Maître Weber lui a demandé des détails, il a admis qu'il ne m'avait jamais parlé directement et que toutes ces informations étaient basées sur des observations superficielles. Le docteur Lehmann a témoigné que mon refus de subir une évaluation était une preuve de déclin mental. Mais Maître Weber a soumis la documentation de notre évaluation avec la docteure Moreau, qui a complètement réfuté ses conclusions. Puis ce fut notre tour. Maître Weber a d'abord appelé Monsieur Grenier, mon pharmacien, qui a expliqué comment il avait été dupé pour signer une déclaration qui déformait mes habitudes d'achat de médicaments. La docteure Moreau a témoigné de mon excellent état mental et a présenté les résultats des tests cognitifs, qui avaient été impeccables. Monsieur Fournier du magasin de bricolage a témoigné de ma compétence mentale et a expliqué que mes décisions d'annuler les virements automatiques étaient tout à fait rationnelles et avaient été traitées correctement. Éléonore et mes amis du club de jardinage ont témoigné de ma clarté, de ma nouvelle vitalité et de ma capacité à entretenir des relations sociales saines. Enfin, ce fut mon tour de témoigner. Je me suis levée avec dignité et je me suis dirigée vers la barre des témoins, sentant le poids de 71 ans d'expérience, de sagesse acquise par la douleur, de force découverte dans l'adversité. Maître Weber m'a guidée à travers mon témoignage, me laissant raconter toute mon histoire. Les 33 300 € dépensés en 3 ans. L'humiliation d'être exclu du mariage, la manipulation émotionnelle constante, la violation de ma vie privée, les menaces légales. Madame Dubois a finalement demandé Maître Weber, « Pourquoi avez-vous décidé d'arrêter le soutien financier à votre fils et à votre belle-fille ?» Parce que j'ai enfin compris que ce que je recevais d'eux n'était pas de l'amour, et je répondis d'une voix claire et forte. C'était une transaction commerciale déguisée en relation familiale. Mon argent était le bienvenu, mais moi, en tant que personne, je ne l'étais pas. Regrettez-vous votre décision? Je regrette seulement d'avoir mis si longtemps à la prendre. L'avocat de Maxime a essayé de me faire paraître confuse lors de son contre-interrogatoire, mais j'ai répondu à chacune de ses questions avec clarté et précision. Quand il a essayé d'insinuer que mes nouvelles amitiés m'avaient manipulée, je lui ai expliqué que pour la première fois depuis des années, j'avais des relations basées sur le respect mutuel et non sur l'intérêt financier. Dans sa plaidoirie finale, l'avocat de Maxime a insisté sur le fait que j'étais victime d'une manipulation externe. La réfutation de Maître Weber a été dévastatrice. Monsieur le juge, ce que nous avons vu ici n'est pas le cas d'une vieille femme incompétente, mais celui d'une femme qui a enfin trouvé la force de se libérer d'années d'abus financiers et émotionnels. Les demandeurs n'ont présenté aucune preuve médicale réelle d'incompétence mentale. Ce qu'ils ont présenté, c'est la frustration parce que leur source de revenus a décidé d'exercer son droit légal et moral de protéger ses propres ressources. Le juge Durand s'est retiré pour délibérer pendant 2 heures qui ont semblé durer 2 ans. Quand il est revenu, son expression était sérieuse mais claire. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, a-t-il commencé, il est évident pour ce tribunal que Madame Renée Dubois est en pleine possession de ses facultés mentales. Les évaluations psychiatriques professionnelles confirment sa compétence cognitive. Ses décisions financières, aussi douloureuses soient-elles pour sa famille, sont tout à fait rationnelles et dans son droit. Mon cœur a commencé à battre plus vite. De plus, a poursuivi le juge, les preuves suggèrent que cette procédure est motivée par un intérêt financier plutôt que par une réelle inquiétude pour le bien-être de Madame Dubois. Le tribunal rejette entièrement la demande de mise sous tutelle. J'avais gagné. Je n'avais pas seulement gagné le procès, mais aussi ma liberté, ma dignité, mon droit de vivre sans l'abus de ceux qui étaient censés m'aimer. En sortant du tribunal, j'ai vu Maxime et Léna parler avec colère avec leur avocat. Léna m'a lancé un regard de pure haine avant de s'éloigner. Maxime m'a regardé une dernière fois, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du regret, mais il était déjà trop tard. Ce soir-là, Éléonore a organisé une célébration chez moi avec toutes nos amies. Nous avons trinqué à la justice, à la liberté, à la sororité des femmes fortes qui se soutiennent mutuellement. Renée, m'a dit Françoise, aujourd'hui, tu n'as pas seulement gagné un procès, tu as regagné ta vie. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, l'avenir m'appartenait entièrement.
Je pouvais voyager. Je pouvais aimer. Je pouvais créer. Je pouvais vivre sans peur, sans culpabilité, sans manipulation. 3 mois plus tard, j'ai vendu ma maison et j'ai déménagé dans un bel appartement près du centre-ville. J'ai fait don de la moitié de mon argent à des organisations qui protègent les personnes âgées de l'abus familial. Avec l'autre moitié, j'ai commencé à vivre la vie que j'avais toujours voulu. J'ai voyagé à travers l'Europe. J'ai pris des cours d'art et j'ai rejoint des groupes de bénévoles. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Maxime et Léna. J'ai entendu dire par d'autres qu'ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et que Léna avait trouvé un travail pour la première fois depuis des années. Peut-être que l'adversité leur apprendrait ce que ma générosité n'a jamais pu faire. La valeur du travail honnête et de l'indépendance. Certains soirs, quand je regarde les étoiles depuis mon nouveau balcon, je pense à la femme que j'étais il y a un an, craintive, manipulée, croyant que je devais acheter de l'amour. Cette femme est morte. Et à sa place, quelqu'un est né qui a compris une vérité fondamentale. Le véritable amour n'a jamais de prix, et la liberté n'est jamais trop chère. Mon nom est René. J'ai 72 ans, et j'ai enfin appris que la personne la plus importante que je dois aimer et protéger, c'est moi-même. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en faisant un don pour que je puisse écrire d'autres histoires. Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de cette personne? J'aimerais beaucoup connaître votre opinion, alors n'hésitez pas à la partager avec moi dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez tous et écrivez-moi aussi d'où vous avez entendu cette histoire. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires qui vous attendent. Avec mes salutations les plus sincères. À la prochaine fois, R.